Même si la fenêtre estivale est désormais fermée, une statistique a attiré mon attention, partagée récemment par nos confrères de DAZN. Figurez-vous que le Real Madrid est le club ayant réalisé les 3 transferts les plus chers de toute la Liga cet été. Oui, vous avez bien entendu, les 3 opérations les plus coûteuses du championnat espagnol portent tout le sceau du Real. On parle bien sûr de Dinuan, d'Álvaro Carra et de Franco Mastanchono. À eux 3, ils représentent environ 160 millions d'euros de dépenses. Carra avoisine les 50 millions, Mastanchono 45, et Dinuan atteint plus de 60 millions une fois toutes les taxes et frais additionnels inclus. C'est assez révélateur, sans faire exploser les finances. La direction a tout de même consenti un bel effort pour renforcer l'effectif. Cela prouve une certaine ambition, même si la stratégie reste mesurée. Mais en même temps, cela en dit long sur l'état actuel de la Liga. Car si seuls les transferts madrilènes trustent le haut du classement, cela signifie que les autres clubs espagnols, même les plus prestigieux comme Barcelone ou l'Atlético, n'ont pas eu la capacité financière de rivaliser. Et ça, c'est inquiétant pour l'ensemble du football espagnol. Quand on compare avec les autres championnats européens, le constat est encore plus frappant. La Ligue 1 a dépensé à peine moins que la Liga, 662 millions contre 684, la Serie A et la Bundesliga flirtent avec ou dépassent le milliard, et la Premier League, comme d'habitude, écrase la concurrence avec plus de 3,5 milliards investis. Pire encore, lors de la seule journée du Deadline Day, la Premier League a dépensé quasiment autant que la Liga sur l'ensemble de son mercato. Ce fossé grandissant est préoccupant. Oui, l'Espagne garde une identité forte, une tradition de formation qui produit toujours de très bons joueurs. Mais économiquement, beaucoup de clubs ont les caisses vides et cela limite considérablement leur compétitivité sur la scène européenne. Le Real Madrid reste une exception grâce à sa gestion prudente et sa puissance historique. Mais le reste du championnat, lui, souffre énormément. L'Espagne, malgré toute sa richesse footballistique et sa tradition inégalée dans la formation de talents, traverse aujourd'hui une période délicate sur le plan économique et structurel. D'un point de vue purement financier, les interrogations se multiplient autour du modèle mis en place par Javier Tebas et son système de régulation budgétaire très strict, qui encadre fortement les clubs de Liga. À cela s'ajoute un autre problème majeur, les droits télévisés, qui ne rapportent plus autant qu'avant et qui restent bien en deçà de ce que génèrent d'autres championnats européens. La comparaison est cruelle. Pourquoi? Par exemple, la Bundesliga peut-elle se permettre de dépenser largement plus que la Liga? Pourquoi l'Espagne, qui dominait le monde du football il y a encore 10 ou 15 ans, se retrouve-t-elle aujourd'hui à devoir se serrer la ceinture? Il faut se souvenir qu'à cette époque, la Liga n'était pas seulement compétitive. Elle était le championnat le plus suivi sur la planète. Devant la Premier League, elle attirait les regards grâce à des figures légendaires comme Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, José Mourinho ou encore Pep Guardiola. L'aura de ces stars, qu'elles soient sur le terrain ou sur le banc, donnait à la Liga un éclat incomparable. Mais aujourd'hui, force est de constater que la situation a radicalement changé et le contraste est saisissant. Cette chute est même qualifiée par beaucoup des abyssales. Pendant longtemps, l'arrivée espérée de Kylian Mbappé devait servir de locomotive pour redorer le blason du championnat espagnol et ramener la Liga au premier plan médiatique et financier. Le joueur du Real Madrid, par son statut de superstar mondial, incarne ce souffle nouveau tant attendu. Dans le même temps, du côté du FC Barcelone, l'éclosion de Lamine Yamal est également perçue comme une bénédiction. Ainsi, chacun des 2 grands clubs espagnols possède une figure bancable capable de capter l'attention des médias, des sponsors et des supporters à l'international. Sur le papier, c'est un win-win pour l'image de la Liga. Mais une question demeure, combien de temps faudra-t-il pour que cela se traduise par un retour massif des revenus et des investissements? Car le véritable problème n'est pas l'absence de joueurs attractifs. L'Espagne en produit toujours, et le Real Madrid comme le Barça ont prouvé qu'ils pouvaient attirer les plus grands talents. Le vrai souci, c'est le manque d'investissements globaux dans le championnat. Beaucoup de clubs, autrefois compétitifs et ambitieux, peinent aujourd'hui à suivre le rythme. Cela crée un risque réel de déclassement progressif de la Liga par rapport aux autres championnats européens. Certes, à court terme, le niveau ne devrait pas s'effondrer grâce à la formation d'élite espagnole. Des clubs comme le Real Madrid, le FC Barcelone ou même l'Athletic Bilbao continuent de s'appuyer sur des philosophies solides, structurées et ancrées dans une culture footballistique riche. Mais à moyen et long terme, la situation pourrait devenir problématique, surtout face à des clubs étrangers qui n'hésitent pas à investir massivement. Prenons l'exemple de Liverpool. Lors de ce mercato, le club anglais s'est considérablement renforcé et il a désormais une base solide pour rester compétitif pendant plusieurs saisons consécutives. L'âge des recrues,
Leur profil et leur potentiel font que Liverpool peut envisager l'avenir avec sérénité sur 3, 4 ou même 5 ans. C'est exactement ce que la Liga peine à garantir aujourd'hui. C'est d'ailleurs pour répondre à ce déséquilibre structurel que le Real Madrid et d'autres grandes institutions européennes militent pour la création d'une Super League. L'idée est claire, offrir aux clubs fondateurs et participants une manne financière bien plus importante que celle que propose actuellement la Ligue des Champions. Les projections évoquent des revenus multipliés par 3, voire par 4, pour chaque club engagé dans ce nouveau format. En d'autres termes, la Super League serait une façon de rivaliser avec l'hégémonie économique de la Premier League, qui, grâce à ses droits télévisés colossaux, fonctionne déjà comme une ligue fermée hyper compétitive. Mais même ce projet soulève de nouvelles inquiétudes. Car si la Super League est pensée comme une solution, elle arrive dans un contexte où d'autres puissances financières bouleversent déjà l'équilibre européen. Un article récent évoquait par exemple Newcastle United, qui pourrait bientôt profiter de nouvelles manœuvres réglementaires pour accroître encore ses capacités de dépenses. Derrière ce club se cache évidemment le fonds souverain saoudien, disposant de ressources quasiment illimitées. Si un club comme Newcastle, qui historiquement n'a pas le palmarès des géants, peut désormais se hisser au rang de superpuissance financière, que dire alors de l'avenir pour des clubs historiques qui reposent sur un modèle beaucoup plus classique? Face à cela, le Real Madrid tente de s'adapter avec une stratégie bien définie, capitaliser sur le merchandising et l'exploitation du nouveau Santiago Bernabéu, continuer à miser sur la vente de jeunes talents et surtout rester patient sur le marché des transferts. Le club préfère cibler des joueurs en fin de contrat ou capables de rejoindre Madrid avec une prime à la signature, plutôt que de surenchérir face à des clubs de Premier League capables de sortir 50 ou 60 millions d'euros sans sourciller. L'exemple de Konaté illustre parfaitement cette logique. Madrid ne pouvait pas investir 50 millions pour un joueur à 1 an de la fin de son contrat, alors que la stratégie du club était plutôt d'attendre et de proposer une prime de signature conséquente l'été suivant. Ce n'est pas un manque de moyens purs, mais un choix assumé par Florentino Pérez. Le président du Real Madrid est obsédé dans le bon sens du terme par l'idée de maintenir les finances du club dans le vert. La saison dernière, Madrid a terminé avec un excédent de 24 millions d'euros, preuve d'une gestion rigoureuse. Le Real reste d'ailleurs le club le plus valorisé au monde. Mais cette prudence financière contraste fortement avec les pratiques anglaises ou celles des clubs-États, et elle pose la question suivante. Jusqu'à quand le Real Madrid pourra-t-il rivaliser sportivement avec des concurrents disposant de budgets illimités? Aujourd'hui, le nom de Rodri revient de plus en plus souvent lorsqu'on parle du Real Madrid. Certes, le joueur n'est pas en tête de liste dans les priorités absolues du club merengue, mais il reste bel et bien dans le viseur. Son profil plaît énormément à la direction sportive madrilène, et il faut le dire, il a toutes les qualités techniques et tactiques pour s'intégrer dans le projet. Mais un élément majeur vient brouiller les cartes, sa fragilité physique. Rodri a rechuté une nouvelle fois, et son corps envoie des signaux qui inquiètent. Il est de nouveau blessé, et cette donnée ne peut pas être négligée par un club comme le Real Madrid. En plus de cette fragilité, il faut rappeler que Rodri est lié à Manchester City par un contrat qui court jusqu'en 2027. Cela veut dire que dans l'immédiat, l'opération est quasi impossible. Mais à l'horizon 2026, la situation pourrait changer radicalement. Avec une seule année de contrat restante, son prix de transfert serait beaucoup plus abordable, et c'est à ce moment-là que le Real Madrid pourrait envisager une offensive sérieuse. Ce qui rend l'idée encore plus crédible, c'est la relation privilégiée que Rodri entretient avec Dani Carvajal. Les deux joueurs, espagnols, sont très proches au sein de la sélection nationale. Ensemble, ils ont même porté l'Espagne vers la conquête de l'Euro 2024, où il faisait figure de capitaine, de leader dans le vestiaire. Carvajal ne cache pas son admiration pour Rodri, qu'il considère comme un joueur exceptionnel, digne du Ballon d'Or. Comme Jude Bellingham avait discrètement œuvré en coulisses pour attirer Trent Alexander-Arnold, Carvajal, lui, milite pour voir Rodri porter un jour le maillot blanc. Cela fait partie des histoires de football, des influences et des amitiés qui parfois pèsent sur des choix de carrière. Mais les doutes persistent. La question qui brûle les lèvres est simple. Rodri peut-il retrouver son niveau? Est-il capable de revenir à son meilleur après toutes ses blessures? N'y a-t-il pas un risque qu'il se blesse à nouveau? Arrivera-t-il même à jouer une saison pleine avec Manchester City? Car c'est bien là que tout se joue. Si Rodri parvient à rester en bonne santé, à enchaîner les matchs et à prouver qu'il a retrouvé toute sa régularité, alors il redeviendra une option crédible pour Madrid. Cependant, il ne faut pas oublier l'âge. Rodri a aujourd'hui 29 ans. L'année prochaine, il en aura 30 et en 2026, il approchera déjà la barre des 31 ans. Est-il raisonnable de dépenser une somme colossale de l'ordre de 100 millions d'euros pour un joueur de 30 ans, même exceptionnel?
Dans le football moderne, tout est possible, surtout avec les clubs de Premier League capables de gonfler les prix. Mais du côté madrilène, une telle dépense paraît difficile à justifier, surtout à une année de la fin de son contrat. Malgré tout, Florentino Pérez et son staff n'ont jamais cessé d'apprécier le profil de Rodri. Avant même le mercato estival de cette saison, son nom figurait déjà sur les listes internes. S'il réalise une grande saison, s'il parvient à rester éloigné de l'infirmerie et s'il confirme son énorme Euro 2024, alors oui, le Real Madrid pourrait bien tenter quelque chose. Car Rodri, quand il est au top, c'est une véritable plaque tournante, un joueur qui stabilise tout un milieu de terrain, un peu à l'image de Casemiro dans son prime, même si le style n'est pas exactement le même. Il faut aussi rappeler que son ballon d'or reste en travers de la gorge de nombreux madridistas. Non pas parce que Rodri a volé quoi que ce soit, mais parce que certains journalistes, comme Salvador, ont fait des choix contestés dans leur classement, écartant par exemple Vinicius Junior du top 10. Ce ressentiment existe, même si Rodri n'y est pour rien. Au fond, nous sommes dans le football fiction. Tout dépendra de la santé du joueur, de sa régularité et aussi des décisions de City. Peut-être prolongera-t-il son contrat, peut-être sera-t-il déclaré intransférable, ou au contraire, peut-être que Madrid trouvera une fenêtre de tir idéale. Et puis il y a la déclaration de Dani Carvajal qui a mis un peu plus d'huile sur le feu. Au micro de la Cadena Copé, il n'a pas seulement glissé un mot positif sur Rodri. Il a aussi révélé qu'il pourrait prendre sa retraite à la fin de cette saison, à une condition. S'il remportait une 7e Ligue des Champions avec le Real Madrid, ainsi qu'une Coupe du Monde avec l'Espagne, il mettrait un terme à sa carrière. Une annonce marquante qui montre bien l'importance du moment qu'il vit. Carvajal, c'est une légende vivante du Real Madrid. Un joueur qui a connu des moments très difficiles, notamment une péricardite en 2016 qui avait failli mettre fin à sa carrière. Mais il est toujours revenu et il a joué un rôle clé dans toutes les épopées européennes du club. À 33 ans, il pourrait décider de s'arrêter au sommet, comme l'ont fait avant lui Toni Kroos ou même Zidane. Et quel plus beau symbole que de laisser ensuite la place à Trent Alexander-Arnold dans le couloir droit madrilène? Carvajal a tout gagné, il a marqué son époque, et si l'histoire devait s'arrêter là, ce serait avec la satisfaction d'avoir terminé le jeu. Bien sûr, cela laisserait un grand vide et beaucoup de tristesse chez les supporters. Mais ce serait aussi la conclusion parfaite d'une carrière hors du commun. On arrive au dernier sujet du jour, et il est brûlant. Le temps file, mais impossible de passer à côté de ce qui fait déjà couler beaucoup d'encre en Espagne. Une nouvelle polémique qui concerne Javier Tebas et sa supposée influence sur l'arbitrage espagnol. Tout est parti d'une information révélée par Josep Pedrerol dans l'émission El Chiringuito dans la nuit dernière. Selon lui, il existe une vraie préoccupation du Real Madrid concernant ce qui se passe autour des arbitres et du fameux CTA, le comité technique des arbitres. Alors bien sûr, ce n'est pas un sujet nouveau. Depuis des années, le club madrilène exprime ses doutes et ses critiques envers l'arbitrage en Espagne. Mais aujourd'hui, une idée revient avec insistance. Le Real Madrid pense que Tebas manœuvre en coulisses, qu'il exerce une influence plus grande qu'on ne le dit officiellement sur le fonctionnement de l'arbitrage. Et de fait, les Merengues reprochent au CTA de n'avoir pas respecté certaines promesses faites au club, notamment celle d'apporter plus de transparence dans la désignation des arbitres. Du côté de la Maison-Blanche, le constat est amer. Ces promesses n'ont pas été tenues, ce qui alimente un climat de lassitude, voire d'exaspération. D'autant plus que les incidents se multiplient. Le dernier en date, celui du week-end écoulé, a marqué les esprits. Lors du match du FC Barcelone, le VAR n'a pas fonctionné pendant toute une mi-temps. Un scénario presque surréaliste, difficile à croire dans un football moderne où la technologie est censée garantir l'équité. Évidemment, cela nourrit la frustration des dirigeants du Real Madrid qui voient dans ces anomalies une confirmation de leur méfiance vis-à-vis des instances espagnoles. Pablo, de son côté, souligne un point essentiel. À la base, l'arbitrage espagnol est censé dépendre de la fédération et non de Javier Tebas, qui préside la Liga. Mais dans les faits, on constate que les deux mondes se rapprochent et que la Liga semble avoir désormais son mot à dire dans la gestion de ce nouvel arbitrage espagnol. Alors forcément, le Real Madrid s'inquiète. Car entre Tebas et le club madrilène, les relations ont toujours été tendues, pour ne pas dire glaciales. On le sait depuis longtemps. Le président de la Liga et la direction actuelle du Real Madrid ne sont pas les meilleurs amis du monde. Ce climat de suspicion est renforcé par une série de décisions contestées ces dernières semaines. Le Real Madrid s'estimait lésé face à Majorque, notamment sur le but refusé à Arda Güler. Dans le même temps, l'Atlético a marqué un but entaché d'un hors-jeu évident que le VAR n'a pas signalé, et Barcelone a profité de conditions étranges avec cette fameuse panne technologique.
Bref, trop d'épisodes douteux pour ne pas laisser des traces. Le club madrilène a donc décidé de réagir. On a vu Real Madrid Télévision relancer la machine de la critique en diffusant carrément une émission spéciale de 30 minutes consacrée uniquement à l'arbitrage. Du jamais vu dans l'histoire de la chaîne officielle du club. C'est dire à quel point le sujet est pris au sérieux. Pourtant, et c'est important de le souligner, le Real Madrid n'est pas dans une posture de rejet total de l'arbitrage. Le club demande avant tout plus d'explications, plus de pédagogie. Les dirigeants aimeraient que les arbitres centraux, ou même ceux qui sont au VAR, puissent expliquer leurs décisions, rendre leurs choix plus compréhensibles. Mais ces explications ne viennent jamais, et cela alimente l'incompréhension et la colère. L'affaire du but refusé à Arda Güler illustre parfaitement ce malaise. Les audios révélés par la Fédération espagnole montrent l'arbitre central semblant surpris lorsqu'on l'invite à revoir les images pour une possible main. Le problème n'est pas tant la décision finale, puisque la règle, aussi stricte soit-elle, a été appliquée, mais plutôt le ton employé, le super lancé par l'arbitre en entendant la consigne. Un détail qui, mis bout à bout avec d'autres, nourrit tous les soupçons et toutes les théories du complot. Et au milieu de tout ça, un paradoxe, malgré les polémiques, malgré les frustrations. Le Real Madrid est toujours leader du championnat, devant un Barça qui a encore perdu des points ce week-end. Mais ce leadership ne suffit pas à calmer les tensions. À Madrid, on veut un arbitrage plus transparent, plus clair, plus juste. Et si ce n'est pas obtenu, la guerre médiatique et institutionnelle ne fera que s'intensifier. Alors la question reste ouverte. Assistons à une nouvelle escalade entre le Real Madrid et Javier Tebas? Les prochaines semaines, entre terrain de jeu et coulisses, pourraient bien être explosives.